Voilà, on va pouvoir commencer la réunion à présent. Je tiens à remercier nos intervenants, Lisette Assine Maman, également Ralph Toledano, pour leur présence ce soir autour de ce merveilleux thème. Donc, écrire la vie juive au Maroc, c'est un projet qu'on avait depuis très longtemps. On avait de très nombreux auteurs en tête et on a eu l'opportunité, par la présence notamment de Ralph Toledano à Paris, également de la disponibilité de Lisette Assine Toledano, de pouvoir organiser une première table ronde ce soir qui sera, Bezrat Hashem, suivie par d'autres rencontres autour de cette thématique très riche et qui a nourri de nombreux auteurs. Je remercie également Johanna pour le grand travail de préparation et d'animation pour ce soir. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, Madame Assine Maman, vous êtes professeure de lettres et d'études juives, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont certains sont présents ici. Monsieur Toledano, vous êtes historien d'art, expert en peinture et plus précisément spécialiste en Renaissance italienne, et donc aussi auteur d'un cycle d'ouvrages, dont celui-ci, donc La Lune dans le tourbillon, est le dernier, pour l'instant. Madame Assine, votre ouvrage se compose de 2 parties égales, faisant état de la vie notamment des femmes juives avant-guerre pour la première partie, à Meknès principalement, mais pas uniquement. La première partie se déroule de 1923 donc à 1945, et la deuxième partie commence après-guerre et s'étend jusqu'à 1973. De l'après-guerre jusqu'à 1973. Le centre du livre est donc la guerre, mais c'est aussi, je me permets de le dire, et ça intervient comme une surprise, le centre du livre est aussi votre naissance. On comprend alors, a posteriori, que tous les personnages principales qu'on aura vus avant sont des membres de votre famille. On voit donc apparaître plus précisément donc des femmes vaillantes, pieuses, modestes, douées d'une intelligence fine et aussi du sens des réalités que la vie leur donne par nécessité. Et vous parlez, dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous passez une narration à la première personne. Il y a donc une dimension autobiographique dans votre ouvrage. Pour autant, vous ne vous posez pas comme le centre du récit. On sent bien que l'essentiel pour vous n'est pas de parler de vous. Et en réalité, vous êtes un prétexte, d'une certaine manière. Vous arrivez avant le texte et plus ou moins un support qui vous permet de raconter tout ce qu'il y a autour de vous et d'évoquer le monde qui vous entoure et même le monde dans sa globalité. Et vous analysez et décrivez la vie de tous avec force, précision et détail, que ce soit des détails historiques, architecturaux, sociétaux, rituels, politiques, jusqu'au dernier départ en Israël pour les Juifs de Meknès. Monsieur Toledano, votre ouvrage apparaît comme un roman, une fiction a priori, où se mêlent la narration omnisciente et le monologue intérieur du personnage principal. Ce personnage principal, c'est Luna, au début de la diégèse, qui commence en janvier 2007 à Tanger. C'est une femme âgée de 70 ans. C'est une ancienne beauté, une femme qui maintenant apparaît comme appauvrie, esselée, déchue, négligée, mais aussi repentie, ou en tout cas en début de repentir ou en cours de repentir. Et elle contemple sa vie à rebours, avec une nouvelle perspective, une nouvelle honnêteté. Son nouveau moteur, c'est dorénavant la recherche de vérité et l'espoir des retrouvailles avec son fils qu'elle a abandonné. C'est d'une femme très cultivée et brillante, ce qui permet d'avoir une narration de haut vol, puisque comme on est dans son esprit en permanence, vous l'avez faite extrêmement cultivée et brillante, analysant tous les ressorts de l'âme, ce qui nous permet une réflexion permanente et en réalité un tikkun amidot, un raffinement de soi, tout au long de l'ouvrage. Alors, elle sait qu'elle est l'artisane de sa décadence. Elle sait très bien qu'elle est, elle, comme la fin, le dernier maillon d'une chaîne, celle qui a finalement s'est poussée à consommer la ruine.
activer le dernier ressort pour arriver donc à sa décadence. On a donc des modèles de femmes totalement antithétiques dans les deux ouvrages, mais on va voir que tout n'est pas si éloigné. Ma première question est pour vous, Monsieur Toledano. Est-ce le ressort de l'amour maternel, le ressort, on va dire, psychologique, émotionnel, qui devient ici un ressort narratif? Est-ce donc la question de l'amour maternel qui vous a poussé à choisir une narratrice féminine, vous qui êtes un homme? Madame Bovary, c'est moi, disait Flaubert. Et la littérature nous permet, sans avoir recours aux hormones ni à des opérations décapantes, de tenter l'aventure de la transsexualité. Donc, je me suis identifié à cette personne qui n'est une personne n'ayant jamais existé et qui est une pollinisation de très nombreuses personnes qui ont vécu cette aventure de la désidentification de la tradition, l'aventure au contraire de la solidité morale, celle de l'orgueil, de la hauteur, du mépris, de l'irresponsabilité et de la dilution et de l'oubli et de l'amnésie. Et c'est dans ce milieu-là que je suis né. Et par rapport aux valeurs fondamentales du judaïsme qui sont extrêmement exigeantes et âpres, et les ouvrages de Madame Racine sont beaucoup plus centrés sur ces personnes qui sont restées beaucoup plus attachées à leur tradition et à la force de ces traditions. Mais ce qui est très intéressant, c'est que parfois, d'une chute profonde qui suit tout un processus de dégradation morale qui s'étale sur de nombreuses générations, de cette chose-là peut naître un retour infiniment plus intériorisé, infiniment plus métabolisé, infiniment plus profond, vibrant et déchirant et vrai que quand on observe une religion mécanique, quotidienne, respectueuse et où il n'y a jamais eu de remise en question d'une tradition millénaire. Merci beaucoup. Alors, on arrivera à cette question rituelle un petit peu dénuée de fond, d'une certaine manière, avec la patine du temps. On reviendra là-dessus. Madame Assine, donc votre ouvrage commence par une scène assez spécifique où la narration omnisciente utilise une caméra subjective et donc cette caméra vous fait avancer avec une petite fille qui s'appelle aussi Luna. Et donc elle porte une plaque de pain qu'elle ramène du four du Mela, elle la ramène chez elle, du Mela de Meknès. Donc on est à Meknès 1923. Avant la suite de la soirée, je suis navré d'interrompre, mais voilà, Joël Merguet devait arriver et comme vous l'imaginez, cette soirée tenait à cœur et je sais qu'il a des engagements derrière et il voulait vous saluer. D'abord, pardon d'être arrivé en retard, mais bon, un Meknassi ne se refait pas. On est toujours à l'heure, nous, hein, toujours à l'heure. Et donc, je vais simplement redire le plaisir que de vous accueillir tous les deux, particulièrement Madame Assine, avec laquelle on a vécu notre enfance, une histoire et beaucoup d'histoires. Dans toute ma vie communautaire, j'ai toujours dit que j'étais de Meknès. Donc je ne pouvais pas ce soir, alors qu'il y a une soirée du Maroc, avec des Meknassis qui sont là. Hein, pas Meknassis. Hein. Non, mais les Toledano, ils sont tous de Meknès. Hein. C'est habite. Oui, mais 300 ans, mais quand même, ça va vite. Hein. Bon, en tout cas, je voulais vous dire d'abord le bonheur que j'ai de vous accueillir, le bonheur que j'ai d'accueillir tout ce monde qui réfléchit au Maroc et le bonheur que j'ai d'être marocain. Voilà, parce que je pense qu'on a vécu pour ma part, j'ai vécu jusqu'en troisième au Maroc. On a vécu une enfance qui nous a marqués. On a une culture profonde qui nous a marqués.
les femmes du Maroc, et je pense à ma mère, Zichron al-Bracha, ont apporté beaucoup, et on a vécu dans un monde qui nous a préparés à tout ce qu'on vit aujourd'hui dans le monde entier. Parce qu'il y a eu à la fois, je dis quelques mots tels que je les ressens, parce que je ne peux pas être là devant des Marocains dans ce centre. On a vécu à la fois avec un monde ultra-orthodoxe, avec des personnes très religieuses, avec des yeshivotes telles qu'elles se construisent, des gens qui consacraient leur vie à la Torah, avec parallèlement des personnes qui allaient à la mission française, c'est-à-dire qu'il y avait une autre vision des choses. C'était très difficile pour moi, quand j'étais à Meknes, de voir qu'il y avait ceux qui allaient à la synagogue tout le temps, qui priaient tout le temps, et ceux qu'on croisait le samedi matin qui allaient à l'école. Donc on a déjà vécu ça. On a l'impression qu'on avait déjà vécu cette culture. Je me souviens, mon père, Zichron al-Bracha, quand il a créé le Talmud Torah de Meknes, c'était le Talmud Torah pour les enfants qui allaient au lycée Paul Valéry. Et moi, j'étais à l'école de Meknes, à l'école juive, mais je devais me farcir aussi le Talmud Torah le dimanche matin parce qu'il fallait faire tout. Et je me rappelle, mon père disait aux élèves du Talmud Torah, si vous êtes obligés d'aller à l'école le samedi matin, je vous demande une chose, habillez-vous en tenue de Shabbat et allez à l'école. Quelle intelligence quand je repense à maintenant. Et un jour, vous aurez envie de respecter Shabbat. Je peux vous dire le nombre, je ne connais pas d'enfants de ma génération qui étaient à la mission, donc qui ne respectaient pas Shabbat. Aujourd'hui, ils respectent tous Shabbat. C'est-à-dire que la culture dans laquelle on était, c'était une culture à la fois d'une connaissance, on se fréquentait entre un monde de la yeshiva, un monde qui ne respectait pas obligatoirement Shabbat, et un monde au milieu de l'alliance, c'est-à-dire où on était respectueux du Shabbat. Alors l'alliance à Meknes n'était pas la même qu'à Marrakech, n'était pas la même qu'à Fès, n'était pas la même qu'à Tanger. Il a fallu du temps. Et l'alliance est arrivée à Meknes et à Marrakech beaucoup plus tard qu'ailleurs, parce que les rabbinim n'avaient pas envie du risque d'émancipation qu'apportait l'alliance. Alors tout ça, ce sont quelques petits ingrédients qui ont bercé ma vie communautaire, dans laquelle à la fois la rigueur du respect de la halakha, mais à la fois la tolérance de savoir que tout le monde, on est juif, et à la fois l'amitié qu'il y avait avec le monde musulman, qui peut-être donne un exemple aujourd'hui dans le monde, qu'on peut-être, il peut y avoir une réconciliation, parce que nous avons, nous, l'expérience de savoir qu'est-ce qui se passait à la fin de Pessah, quand on venait nous apporter le pain, et qu'est-ce qui se passait à la fin du Ramadan, quand on allait leur apporter les gâteaux. Donc, je crois que c'est tous ces éléments. Alors, je suis pas là pour faire une conférence, je voulais simplement vous dire que on peut se dire on a des origines. Je vais vous dire, j'ai une fierté de ce que m'ont appris mes parents, Zichron al-Bracha, de ce que nous avons appris dans notre culture marocaine, et je pense que cette culture marocaine nous a permis aux Juifs du Maroc de s'intégrer dans toutes les cultures du monde, parce qu'on était déjà prêts, et que nos rabbinim, qui avaient une rigueur exceptionnelle, les plus grands rabbinim sont venus du Maroc, ils avaient aussi le regard de la tolérance, le regard de l'ouverture et le regard de la fraternité. Alors c'est quelques petites paroles pour vous encourager, pour vous remercier et pour vous dire, chère Lisette, le plaisir que j'ai de vous revoir. Et même Tangérois, avec tout le travail que vous avez fait, c'est tout. Bien, merci beaucoup et merci à Johanna d'animer cette... Mais Johanna est issue d'une Meknassi qui, à Meknes, c'était quelque chose d'assez incroyable à rencontrer un Fassi. Et ils s'aiment encore. Donc tout est possible même entre les Meknassi et les Fassi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, bonne soirée. Bravo. Alors je reviens à notre petite fille. Et donc ces pains qu'elle ramène du four du Mela. Et donc en fait cette petite fille que l'on suit pas à pas va rentrer dans une maison qui est une maison originelle à tous les sens du terme dans cette œuvre.
Et vous décrivez cette maison donc dans une scène de 1923 comme si vous y aviez vécu à cette époque, avec tous les détails des carreaux, des pièces, où tout était entreposé, comment les gens vivaient, sur quel coussin ils s'asseyaient, sur quel meuble ils rangeaient les couvertures, etc., etc. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander, est-ce que vous avez interrogé votre famille pour avoir tous ces détails quand même préexistants à votre conscience, ou est-ce que vous êtes passé par des documents d'archives pour décrire les lieux et le mode de vie de ces personnes 2 générations avant la vôtre? De la même manière que vous décrivez après, avec beaucoup de détails, un voyage à Fès. Je ne dévoile pas du tout l'intrigue ni les circonstances. En 1926, on voit déjà la différence entre Fès et Meknès. Je ne savais pas qu'on allait en parler juste avant. Mais c'est intéressant, ce témoignage que vous nous livrez de la différence de mode de vie déjà à cette époque-là. Oui. En fait, il se trouve... bonsoir, messieurs, dames, et... Monsieur Toledano a cité Flaubert en disant « Madame Bovary, c'est moi ». Dans mon livre, j'ai une dédicace où je mets que Victor Hugo a dit « Quand je parle de moi, je parle de vous ». En me mettant comme ça, comme à la fois, en faisant à la fois un récit à la troisième personne et en passant un récit à la première personne, je voulais faire de ce livre un témoignage. Vous me posez la question sur donc la vie telle qu'elle a été avant ma naissance, mais j'ai vécu dans cette maison les 2-3 premières années de ma vie et j'ai des souvenirs extrêmement flous, mais qui sont restés quand même, qui ont marqué, parce que ce que je voulais dans ce livre, c'est montrer le passage, finalement, d'une période où les femmes étaient analphabètes. Elles n'étaient pas ignorantes, comme je le dis souvent, parce qu'elles avaient une culture, elles avaient une transmission, il y avait une histoire, il y avait vraiment une transmission orale qui était extrêmement importante, mais également montrer que nous étions, nous, les baby-boomers, cette génération charnière qui sommes passés finalement, qui avons été témoins de cette vie des femmes analphabètes. Et puis, nous avons vécu le protectorat, l'alliance, les scouts, etc., pour arriver aux universités françaises, grâce à la culture française, grâce à l'alliance. Donc, je voulais montrer cette génération charnière qui a aussi vécu la dislocation de la communauté, parce qu'après, il y a eu les départs en Israël et la communauté s'est pratiquement désagrégée. On est passé de 2 Mellas, ce qui était très particulier à la ville de Meknès. Il y avait un vieux Mellah, un nouveau Mellah, ce qui nous a permis aussi de continuer à vivre dans dans une culture extrêmement juive et une religiosité particulière au Maroc. Alors, Monsieur Toledano, vos descriptions sont aussi extrêmement précises, qu'il s'agisse des objets précieux que Luna possède encore et qu'elle vend petit à petit pour subsister à ses besoins, qu'il s'agisse des rues, des bâtiments de Tanger, du terrain qu'elle possède encore avec son fils, Victor, des anciennes maisons où elle décide de retourner. Elle fait donc ce retour vers le passé en réintégrant les lieux de son enfance. Il y a un passage très intense où elle s'abrite sous un ficus le temps d'un orage. Et c'est en même temps une autre phase de son aventure existentielle. Elle retrouve une paix intérieure, un sens d'une harmonie fondamentale. Tout, dans vos descriptions, est imbibé d'un vécu personnel. Vécu personnel ou écho de vécu de personnes que j'ai côtoyées de très près. Et de toutes les façons, à la différence de Madame Racine, qui évoque le monde de 1923, dont elle n'est pas le témoin corporel, moi, mes livres commencent en 1971. J'avais 18 ans alors.
Donc, ce sont des livres qui reflètent un vécu sensoriel, un vécu de civilisation, un vécu linguistique, un vécu culinaire, un vécu vestimentaire, un vécu d'éthos, de mentalité, que j'ai profondément connu. Je ne décris rien de ce que je n'ai pas vraiment connu. Alors, dans ce sens, mon livre, qui n'est pas du tout autobiographique, est très autobiographique, parce qu'il est une accumulation de couches, de touches, impressionnistes, de vécu, de mon propre vécu. Alors, c'est le vécu d'un groupe, d'abord d'une ville côtière très différente de Meknès, puisque les villes côtières du Maroc ont été en contact avec l'Europe plusieurs générations avant les villes de l'intérieur, qui étaient beaucoup plus traditionnalistes, sont restées beaucoup plus observantes, plus religieuses et plus attachées aux cultures ancestrales. Tandis que dans les villes côtières, notamment à Tanger, à Essaouira, Mogador aussi, un peu aussi à Mazagan, puis à Casablanca, il y a eu une confrontation à l'Occident, et l'Occident a exercé une fascination absolument invraisemblable, décapante sur ces communautés. Et ça, ce n'est pas... nous avons été exposés à des virus terribles, des virus de maladies mortelles pratiquement. Et beaucoup de gens sont morts de cette exposition à ces virus. Le miracle de mon héroïne, c'est qu'elle a pu, grâce à son intelligence profonde et à sa culture humaniste, elle commence à peine à effleurer la lecture des psaumes, mais sa culture humaniste, sa culture littéraire, Racine, Proust, Balzac, les auteurs anglais, Jane Austen, Shakespeare, les auteurs de Jane Austen, enfin tout ce qu'elle a lu lui ont permis, parce que toute lecture vue par le prisme d'un cerveau intelligent, est porteuse de leçons invraisemblables. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'elle arrive à retrouver toute une Torah, c'est-à-dire un chemin de vie à travers une culture qui n'est pas du tout une culture fondamentalement religieuse, mais très très peu, elle vient à peine de l'aborder. Voilà. Alors justement, le sujet majeur de votre ouvrage, donc c'est sa teshuva d'une certaine manière, donc c'est son retour à elle-même et à ses racines qu'elle n'a pas connues, une trace de quelque chose qui est en elle et qu'elle réappréhende. C'est donc son examen de conscience, son analyse sur toutes les strates de son passé et celle des générations précédentes. C'est d'une certaine manière un voyage au-delà de la mort, en fait, ce qu'elle fait. Elle traverse la disparition de ses parents, de ses grands-parents. Elle leur pardonne de l'avoir amenée à cette décadence. Et donc, en fait, l'intrigue et les personnages qu'elle va croiser dans votre ouvrage sont au service de ce mouvement vers la clarté de son âme. Oui. Je cite un passage, la catastrophe familiale commença avec notre réussite financière. Donc c'est une de vos phrases qui fait écho à l'épigraphe du roi Salomon au début de votre œuvre. Donc on a ici effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, la destinée d'une femme qui est très peu représentative des familles traditionnelles du Maroc. Absolument pas représentative. C'est ça. Donc, en 5 générations, je reviens quand même aux sources, Meknassi, ou non. Donc, en 5 générations, on passe d'une dynastie de rabbins, vous insistez beaucoup dessus. Donc, je sais que vous reniez rien, de toute façon. Donc, en 5 générations, on passe d'une dynastie de rabbinim extrêmement honorable à la noblesse italienne. À la noblesse italienne. À la fascination
d'un papillon de nuit autour d'un abat-jour, parce que l'abat-jour avec une ampoule électrique, c'est ce qui fascine ce monde de parvenus qui, par le statut diplomatique, consulaire, la fortune... Ils sont arrivés là parce que les rabbins étaient la classe juive la plus cultivée, polyglotte, ils connaissaient les langues, etc. Donc, ils avaient un esprit plus formé, plus gymnastiqué, et donc très vite, ils ont compris, autour de 1850-60, avec la révolution industrielle, le mouvement des nationalités en Europe, qu'il fallait essayer de s'émanciper et de sortir du statut du dhimmi, c'est-à-dire de protéger du sultan, qui avait quelques avantages, bien sûr, de protection, mais énormément de servitude. Et le fait de devenir protégé, puis national et représentant diplomatique d'un pays étranger, mettait ceux qui en bénéficiaient à l'abri de toute brimade du pouvoir discrétionnaire du palais royal, enfin du pouvoir chérifien, du pouvoir royal. Alors, donc, c'est ça la raison pour laquelle ils se sont précipités. Comme ils avaient les outils culturels et linguistiques pour rentrer dans l'aventure de la diplomatie, du commerce international, des maisons de commerce, de la banque, etc., parce qu'ils possédaient toutes ces langues. Donc, ils sont progressivement, entre 1850 et 1890, 1900, sortis de la caste rabbinique pour rentrer dans la merchant class, dans la classe marchande. Et le fait d'être entrés dans la classe marchande les a complètement acculturés, évidemment, parce que la classe, il n'y a rien de pire au monde que la bourgeoisie, nous savons. Et donc, la bourgeoisie, c'est une très mauvaise copie de l'élite traditionnelle des pays européens, qui est l'aristocratie. Alors, et comme ils ont pris la mauvaise copie d'un modèle qui a beaucoup de défauts, mais énormément de qualités, pour l'original. Et ils ont cru être devenus des grands nobles parce qu'ils étaient devenus consuls des États-Unis comme mon arrière-grand-père ou consul d'Italie comme ton arrière-grand-père ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas, et ils se sont bien collectionnés les médailles, toutes les médailles qui étaient toutes gravées sur une croix, toutes les médailles de Don Sébastien le navigateur, de Don Fernando le conquistador, Don Eso, etc., toutes ces médailles extrêmement catholiques dont ils ne comprenaient même pas l'essence, puisque c'est des médailles qui étaient complètement contraires à leur culture d'origine. Mais toute cette perdition, ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment de la perdition et de comment, en touchant le fond de la piscine, le fond de l'abîme, on peut rebondir en donnant un coup de pied vers le haut et retrouver un chemin de clarté dans l'existence. Alors, merci beaucoup. Votre héroïne fait ce chemin, mais tout le monde ne fait pas ce chemin. On sait bien, et j'arrive justement à ça, parce que Meknès étant une ville de l'intérieur et protégée par les remparts talmudiques incarnés par ses rabbinim, en réalité, elle a presque suivi le même destin que Tanger, qui était beaucoup plus exposé, mettons un siècle plus tard. Et c'est ce que vous touchez du doigt, c'est ce que vous interrogez. Alors, j'ai quelques questions à ce sujet-là, parce que votre héroïne redonne de l'espoir. Elle a l'intelligence de sentir une vérité fondamentale et aussi universelle. Mais tout le monde ne fait pas ce chemin-là. Il y a une dialectique qui s'opère chez elle. Elle est dans une première étape de fausseté, de mensonge qui touche, de vanité qui touche au ridicule. Hein. Vous parlez bien de ces draps noirs de sa mère qui finalement la porte au ridicule. Elle sort,
elle arrive à revenir doucement, doucement. Donc, elle est dans ce chemin âpre. Grâce à la ruine. Oui, grâce à la ruine. On est bien d'accord que c'est un chemin, c'est exactement qu'on peut étudier en Pessah et Shavuot. Ça va très bien d'étudier ça maintenant. Mais ça reste une prise de risque. Tout le monde ne fait pas ce chemin. Je vous ferai remarquer, Madame Racine me le confirmera, que beaucoup de membres de la communauté beaucoup plus traditionnaliste de Meknes sont aujourd'hui sortis très profondément du chemin de la tradition. Donc, et c'est souvent la majorité. Alors, donc, de toutes les façons, c'est un personnage allégorique. Mes livres sont des halachot du point de vue religieux, c'est-à-dire des récits comme les récits que l'on raconte dans le Talmud, où il y a un personnage qui est porteur d'une vertu et d'une énergie et d'un but particulier. Et donc, c'est sûr que c'est une trajectoire idéale, mais comme je suis un idéaliste, je ne peux pas inventer de personnages qui ne soient autre chose que des personnages qui aspirent désespérément à l'idéal, sans jamais l'atteindre, bien évidemment, parce que c'est absolument impossible. Alors, on verra comment elle va mourir. Elle est tout à fait vivante. Non, et... je ne sais pas, il y a un ouvrage peut-être après. Là, elle meurt pas, ça on peut le dire. Non, mais elle est en bonne santé. Elle a de très bonnes gènes. Elle a beaucoup grossi, mais elle est... Non, elle ne va pas mourir. Non, son amie est morte. Son amie est morte dans le livre. Oui, non, mais non. Non, je ne la ferai pas mourir. Je ne la ferai pas mourir parce qu'elle est la vie. Parce que le retour sur soi et la clarification après des générations de déviance représentent une énergie de vie éternelle. Et que c'est en cela que même le jour où elle sera enterrée depuis 40 ans, elle sera toujours vivante. Oui, on est tout à fait d'accord. Oui, voilà, parce que c'est une figure, c'est comme Ruth, dont on lira la Megillah après-demain, enfin dans quelques jours, elle est une figure vivante, elle est éternelle, parce que sa vertu et son énergie ne peuvent pas disparaître, elles nous habitent. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, avec beaucoup moins de talent que le rédacteur de la Megillah de Ruth, évidemment. Je comprends bien votre message qui va au-delà d'existence. Je comprends bien que tout ce que vous dites comme analyse de soi et analyse de ce qui l'a précédé, c'est évident dans chacune de vos phrases que vous sublimez le vice. C'est évident. Donc, je vous suis totalement là-dessus. Je reviens au problème que vous touchiez. Donc, votre ouvrage, donc on a le dit, s'étend sur 50 ans et 3 générations à Meknes. Donc on passe du Moyen-Âge à la modernité. Vous évoquez le partage en même temps que le cloisonnement entre les 3 populations majeures qui vivaient à Meknes, donc la population musulmane, les Français. Votre ouvrage, la diégèse commence juste après le protectorat, et nos aïeux. Mais en fait, vous exprimez également, c'est là que vous vous rejoignez, vous exprimez également à quel point cette modernité sociale, économique, politique plus ou moins, la soif de savoir, vous l'avez dit, balaie la conscience de la loi. Et ça reste quand même un mystère. À quel point cette modernité a balayé la conscience de la loi, la loi paraît comme un vestige, la halakha paraît comme un vestige alors qu'elle est éternelle. Alors, j'ai des questions précises. Vous indiquez dans une petite parenthèse à un moment le changement de mode et vous dites « Ah, à ce moment-là, ma tante, il y a même la photo, la jupe était passée au-dessus du genou ». Vous l'évoquez entre parenthèses. Mais normalement, là, tout le monde devrait réagir. C'est contrevenir à la loi. Donc, comment c'est passé ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que c'est passé que les femmes ne se couvrent plus la tête ? C'est pas un détail mineur. Comment expliquer que des femmes qui adulaient leur père et leur grand-père qui étaient rabbinim envoient leurs enfants à l'école le Shabbat ? Comment est-ce que ça, c'est devenu des réalités ? Alors, justement,
je crois que ce qu'écrit M. Toledano, c'est justement une expérience à laquelle la communauté de Meknès a résisté. Ce sont des Mégorachim, c'est-à-dire qu'ils viennent après l'expulsion d'Espagne, ils ont subi tout ce qu'on peut subir pendant l'Inquisition, et on dirait qu'ils ont une mémoire beaucoup plus réelle, beaucoup plus tangible de ce qu'ils ont vécu et de à quoi il fallait résister. Donc, il y a un travail permanent de résistance dans cette communauté. Lorsque l'Alliance israélite, qui a ouvert en 1901 déjà, à Meknès, elle a ouvert en 1901, puis en 1902, et qui veut apporter justement l'émancipation aux Juifs d'Afrique du Nord, elle ouvre dans toutes les villes, mais à Meknès, elle referme ses portes jusqu'en 1912. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opposition des rabbins. L'Alliance refuse d'intégrer des programmes hébraïques, d'enseigner l'hébreu, et il y a une opposition des rabbins. Ce n'est qu'en 1912 qu'il va y avoir un accord et ils vont pouvoir s'installer. Les garçons vont garder une éducation religieuse talmudique jusqu'à l'âge de... jusqu'à 10 ans au moins. Et ils vont aller avant la bar mitzvah à l'école de l'Alliance. Et donc, il y a, même chez les femmes, lorsque je parle justement de ce passage, c'est de ça que je parle, c'est de cette résistance mais c'est inéluctable. C'était inéluctable. Il fallait passer à un autre monde, mais en même temps, oui. Pourquoi il fallait passer à un autre monde ? Parce que la vague était immense et trop importante. La résistance n'était... Je pense que... Non, c'est pas que la loi n'a pas protégé. Nous étions profondément pratiquants, et même chez les personnes qui sortaient, n'est-ce pas, de la communauté, qui se remettaient en question, disons, qui remettaient en question ce monde-là, eh bien, ils ont gardé un attachement profond au judaïsme. Ils n'ont pas cherché à s'identifier, je le dis, à la fin des... oui. Il y a eu un attachement beaucoup plus profond. Ça a préservé en quelque sorte ces deux mêles-là, ces murailles qui sont... et puis aussi la situation un peu géographique. La ville de Meknès était... Bon, nous vivions en bonne entente, mais c'était, comme je l'explique, comme trois ensembles qui vivaient côte à côte sans se... sans être... Des moments de tension extrême. Oui, bien sûr qu'il y a la politique. Bien sûr, il y a une réalité, d'accord ? Il y a des émeutes, il y a des tentatives, il y a en 67, il y a des morts, mais d'une manière générale, il y a une protection du pouvoir royal, il y a une confiance aveugle de la communauté au palais. Le Mohamed V est considéré comme un saint. Et je voulais dire aussi à M. Toledano que c'est vrai que moi je parle beaucoup de vous, vous voyez, dans mon livre. Vous ne parlez pas de moi. Vous ne m'avez pas... Non, mais moi je parle beaucoup de Tanger. C'était vraiment la porte de l'Europe. D'accord ? C'était le port franc. J'ai dû passer 48 heures ou 36 heures dans ma vie. J'en ai passé plus à Tanger, mais je parle de Tanger déjà en 1926. D'accord. C'est vrai que les villes comme Casablanca, etc., se sont ouvertes beaucoup plus rapidement, mais en fait, c'était voulu. Cette résistance à la modernité qui allait nous faire perdre notre identité, ça a été l'œuvre des rabbins, des rabbinim chez nous. Parce que, à mon avis, ils étaient très au courant. Oui. Ils avaient gardé cette mémoire de ce qu'ils ont vécu en Espagne et de ce qu'ils ont. Et puis, il y a eu aussi, au XVIIIe siècle,
une ouverture beaucoup plus importante, et puis il y a comme un enfermement au XIXe siècle. Et c'est avec le protectorat qu'on a à nouveau donc cette. Vous parlez de commerce, de diplomatie, etc. Mon arrière-grand-père a été consul d'Allemagne à Meknès. Ils ont commercé pendant le 19e siècle, ils ont commercé avec les pays européens qui étaient en train de chercher donc à s'installer, à prendre donc une place dans ce Maroc qui était quand même une monarchie chérifienne, oui. On sent aussi dans ce que vous dites une forme d'entente. Là, vous indiquez que la présence française a refermé des portes sur la communauté juive qui avait commencé à s'étendre, puisqu'au début, ils étaient dans un autre quartier de Berrima, et qu'ils ont dû revenir. Donc, en fait, il y a une forme de duplicité de la présence française à l'égard des Juifs. Et même après, puisqu'il faut monter des révoltes de manière hypocrite, etc. En fait, on sent, et c'est ça qui est incroyable, c'est ce que j'essayais de comprendre toute ma vie dans les récits de ma famille. Il y a en même temps une force de vie incroyable avec des rires, avec une culture très forte que vos personnages vivent aussi. Ils sont extrêmement sensibles à la musique. Il y a un passage fondamental qui est encore une étape dans ce qu'écoute Victor. Donc c'est de la musique musulmane. Mais toutefois, absolument, c'est ce que vous dites. Donc il y a cet écho, elle est totalement partagée. Enfin, il y a une espèce de densité de vie, une épaisseur de vie faite de joie, faite d'une une profondeur charnelle et comment dire, extrêmement vivifiante, mais en même temps, un paradoxe, un déni, une tension permanente, un déni que vous nommez comme tel. Il y a une tension, en réalité, il faut faire la part des choses entre le roi et le peuple, entre l'apparence d'une indolence possible et une inquiétude, en réalité, qu'on essaye de mettre sous le tapis. Oui, voilà. Alors, Luna donc affine ses relations et ses sentiments au gré de ses rencontres avec les différents personnages du livre. Et donc il y a ces servantes musulmanes qui vivent avec elle, qui s'occupent d'elle et qui croient encore qu'elle fait partie de l'aristocratie. Elles sont d'ailleurs très fières et elles vivent elles aussi une vie par procuration auprès de cette femme qui a vécu une vie par procuration. Donc il y a une espèce d'escalier de la désidentification. Elle rencontre donc, enfin pas elle rencontre, excusez-moi, elle poursuit, elle approfondit sa relation avec une ancienne cantatrice, son amie juive qui est également pathétique et déclassée. Oui. Anne-Marie est véritablement l'abîme du désespoir désidentifié. Parce qu'elle n'a ni la beauté, elle n'a jamais eu la fortune, elle n'a jamais eu l'élégance, elle n'a jamais eu le statut, elle est une cantatrice ratée, et c'est d'ailleurs le seul personnage réel de mon livre. Mais c'était une actrice, c'était un troisième couteau des théâtres parisiens pendant une vingtaine d'années d'après-guerre. Et puis ensuite, on n'a plus voulu d'elle et elle donnait la réplique aux grands acteurs, à Elvire Popesco et à ce genre d'actrice. Mais elle jouait le rôle des soubrettes, elle apportait le thé sur un plateau. Et ensuite, à un moment, on n'a plus voulu d'elle parce qu'elle n'était pas du tout particulièrement douée. Et donc, elle n'a jamais eu rien de la vie. Et cette femme qui n'a jamais rien eu de la vie va terminer son existence en remerciant la merveille de la terminer mieux qu'elle ne l'avait commencé, parce qu'elle va découvrir enfin l'authenticité, l'amour, l'attention, la compassion, le don, et ça va être une révélation absolument illuminante qui va lui permettre de s'en aller avec une douceur
que m'a inspiré probablement le fils d'un des personnages des frères de Karamazov, le fils du Cosaque qui avait été dégradé et qui est en train de mourir de la tuberculose, et son père vient d'être disculpé d'une faute militaire qu'il n'avait jamais connue, et il dit maintenant je peux mourir parce que l'honneur de papa a été vengé. Donc son honneur et sa clarté sont revenus grâce à Luna. Et Luna elle-même, puisque toute la vie est une dialectique, Luna elle-même cultive sa clarification grâce à cette relation avec cette femme qu'elle n'aurait jamais fréquentée de sa vie du temps de sa splendeur, quand elle était encore millionnaire et qu'elle était entièrement habillée chez Saint-Laurent ou chez Balenciaga. Elle ne l'aurait même pas regardée. Et cette leçon d'humilité, d'attention à l'autre, à la souffrance de l'autre, va beaucoup l'aider à grandir. Et elle va, et comme il arrive dans toutes les relations, s'il y a quelque chose d'illuminant qui vient d'un côté vers l'autre, eh bien, c'est répercuté. C'est la dialectique de l'amour et de la lumière. Alors, Luna rencontre également donc d'autres personnages bien inférieurs à son statut révolu, donc et notamment des gens du peuple marocain, donc ses anciens gardiens, une jeune femme qu'elle rencontre dans un taxi. Tout le monde est nommé, tout le monde a son histoire, tout le monde parle de sa vie, à part un personnage qui est le rabbin. Alors, ce rabbin n'a pas de nom, il n'a pas d'histoire. Il explique juste des choses à Luna. On comprend qu'il lui donne, il inspire sur des Teilim, sur des Pirkei Avot, mais il n'a pas de nom. Moi, j'aimerais savoir pourquoi il reste désincarné. Mais écoutez, il reste désincarné parce que de toutes les façons, Luna ne retournera jamais au rituel. Elle retourne, elle comprend que l'identité des origines est un prisme qui permet d'approcher et d'approfondir l'identité intrinsèque et insondable de l'individu que l'on est. C'est-à-dire qu'il est indispensable de retrouver quelque chose, les grands axes et la grande charpente de nos origines culturelles, génétiques, historiques, religieuses, mais elle ne retournera jamais à une pratique particulière. Elle sera celle qui récupère tout ce qui est nécessaire pour comprendre son propre destin. Parce qu'à la fin, c'est le propre destin que la Torah, notre propre destin, notre propre mystère que la Torah doit nous aider à récupérer. Et elle l'étudie un petit peu. Le Derech Eretz, le chemin de la vie, elle a traversé tellement d'expériences, des expériences tellement décapantes, que ces expériences tellement décapantes, avec toutes les souffrances qui lui sont assorties, et grâce à son intelligence et à sa culture séculaire, qui est assez grande, vont lui permettre, bon, bien sûr, elle se remet à lire les psaumes, elle se remet à lire les maximes des pères, elle se remet à lire des chapitres de la Bible, bien sûr, mais elle ne deviendra jamais une grande pratiquante ni une grande studieuse de la religion. Elle retourne vers son histoire, vers son origine, en ce que cette histoire et cette origine constituent, je répète, un prisme qui lui permettent, d'abord, elle la remétabolise, parce que, à la différence des gens qui l'ont reçue dans le berceau, elle est obligée de la redigérer, parce qu'elle ne la connaissait plus. C'était une famille qui avait perdu énormément de ses traditions. Et donc, elle doit la remétaboliser, ce qui est un immense travail de reconstruction. Et ce travail de remétabolisation d'un héritage lui permet de comprendre ce qu'elle est elle-même, mais ce qu'elle est au-delà du temps et de l'espace, au-delà des religions, des races, des couleurs, des nationalités, c'est-à-dire un être humain, une bat Adam. Alors, un des cœurs communs, discrètement, je dirais, de manière comme un euphémisme,
Un des cœurs communs de vos ouvrages, si vous me permettez cette piste, je dirais que c'est l'amour dans la relation maritale et donc dans l'évolution des familles. Vous présentez, Madame Assine, des couples heureux, solides. Et Luna, bien entendu, encore une fois, est en contrepoint par rapport à ces... Elle a même pas divorcé. Elle aurait pu. Elle a même pas divorcé. Même son divorce est raté puisqu'il n'a pas eu lieu. Donc rien n'est clair. Et même son adultère est raté puisqu'en fait c'était une bulle de vanité et de comment dire. Elle n'est pas partie pour de l'amour. Elle s'ennuyait. Elle est même pas partie pour de l'amour. Donc c'est vraiment Emma Bovary. Elle est à pure. Mais donc elle a saccagé sa famille. Elle a réduit son fils à néant. Par son désamour, elle l'a piétiné et elle l'a abandonné. Et en réalité, donc c'est une femme qui a trahi tout le monde. Et il y a une scène extrêmement poignante, totalement réelle, déchirante, que vous racontez. Et en fait, une scène de divorce. Donc une scène de divorce, une scène réelle d'un cas regrettable où un homme donne le guet à sa femme et donc elle lui est interdite. Donc en fait, on a l'incarnation de ce qui aurait pu se passer si la loi avait été appliquée à Luna. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, au-delà du fait de raconter cette réalité, c'est que vous dites que pour vous, ce moment-là, c'est la fin d'une époque. C'est un tremplin aussi historique. Oui, c'est bon. Moi, à ce moment-là, je suis témoin, mais je regarde également derrière moi ce qui m'a été transmis, ce que j'ai vu. Quand vous me parlez, comment est-ce que j'ai pu parler des années 1926, etc., alors que je n'étais pas née, j'écoutais énormément. Et ce monde-là, je l'ai vu, mais il a disparu très vite. Mais j'ai gardé des images, et vivre cette expérience-là, je sentais que c'était effectivement la fin d'un monde. Et même dans le temps, ça l'a été, puisqu'après il y a eu les départs des grands rabbinim qui ont assisté à ce truc-là. Et donc, il y a une désagrégation des... Vous pensez que ça a généré leur départ ? Pas particulièrement, puisqu'il y avait l'histoire qui était en train qui était en marche, mais ça marque quand même un passage à autre chose. D'accord ? Jusque-là, j'avais l'impression que la communauté résistait, les femmes résistaient, mais ensuite, eh bien... il y a un mouvement, comme je l'ai dit, inéluctable qui va se poursuivre ici en France. Et d'ailleurs, après, tous ces gens-là vont vivre la même expérience, peut-être pas que Luna, hein, dans le livre de M. Toledano, mais en tout cas, la vie telle que nous la menons aujourd'hui. Donc, vous dites qu'il y a quelque chose d'inéluctable. C'est ce que vous dites tous les deux, hein, que... D'abord, Luna n'a pas divorcé, Dieu merci, parce que le fait d'avoir vécu dans un péché monstrueux d'adultère pendant tant d'années l'a fait descendre au fond d'un abîme qu'elle n'aurait jamais connu si elle avait fait un divorce en bonne et due forme, avec un recommencement de vie, ce qui est très souvent une illusion. Et non, mais oui, effectivement. Mais de toutes les façons, il était, comme disait ma mère, dans les bonnes familles, on ne divorce pas. Alors donc, il était hors de question qu'elle divorce, et c'est grâce à ce non-divorce qu'elle va revoir son fils, puisque ce terrain qui est légué par le père lui revient à moitié en tant qu'épouse toujours légale, en même temps que son fils. Et ce terrain qui a pris une immense valeur, puisqu'on a percé une avenue en bord de mer, il était inaccessible, c'est devenu un endroit absolument enviable, va pouvoir être commercialisé, mais il ne peut être commercialisé si les deux héritiers sont présents chez le notaire et signent ensemble.
Donc c'est ça qui va lui permettre de retrouver son fils. Dieu merci, c'est une reconstitution. Moi, je cherche toujours, je guette toujours dans la Bible toutes les infractions aux règles morales qui conduisent à la salvation. Alors, ça commence avec le crime le plus horrible qui est celui de Joseph vendu par ses 10 frères aînés et qui apporte à des marchands d'esclaves et qui apporte à leur papa qui prétendent chérir une tunique trempée dans le sang d'un agneau qu'ils ont égorgé pour faire un méchoui. Mais après, c'est le comble de l'horreur et de la cruauté filiale. C'est une chose monstrueuse. Et c'est de ça que vient la survie de la famille, de la famille patriarcale, de la famille. Vous savez qu'ils avaient tenu un procès avant de faire ça. Oui, je le sais, mais en tous les cas, l'horreur de ce que c'est entraînera la salvation. Absolument. Ensuite, Tamar, qui est dans le chapitre suivant, qui doit se prostituer pour rentrer dans... Non, mais là, vous Non, mais ce que je... traversez des frontières qui sont pas traversables parce qu'elle se prostitue pas. C'est pas ça ce qu'elle fait, Tamar. Ah ben, elle se déguise en prostituée Pas la pour commettre l'inceste avec son beau-père. Non, elle n'a pas touché. Elle est, quoi, son fils et ses 2 jumeaux sont les enfants de l'Immaculée Conception? Non, je ne crois pas. Elle a dû se déguiser en prostituée pour concevoir la salvation du monde. Parce que la salvation du monde vient aussi de Ruth, qui est descendante de son ancêtre qui a couché, qui a couché avec son père, comme nous le savons. C'est encore un autre inceste. Toute la salvation de notre histoire provient de l'inceste, de l'adultère, d'une sorte de prostitution, en tout cas d'un déguisement de prostitution, et de toutes ces choses-là, du crime, de la vente d'un petit frère, et de tout cela sort quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ce qui est très important, c'est l'idée de la rédemption. Parce que le monde est complètement habité par le mal. La grande originalité du judaïsme, c'est d'inventer la réparation du mal et de comprendre que la providence divine récupère les éléments les plus néfastes de l'histoire pour les transfigurer dans une lumière jaillissante. Alors, justement, je voulais arriver à un souci que vous avez, qu'on sent très bien. Derrière l'histoire des personnages, vous avez un souci du respect de la création. On voit bien que un personnage secondaire, ou en tout cas d'arrière-plan, c'est la ville de Tanger elle-même. C'est aussi, en fait, l'environnement, c'est la création. Et en fait, vous parlez, vous avez une inquiétude foncière vis-à-vis des abus égotiques de notre société, qui vit dans la technologie, qui est totalement tournée vers elle-même, etc. Par opposition donc au rapport à l'autre, qui a protégé nos familles, qui a protégé notre société et son humanité. Et vous dites même, vous laissez entrevoir que la Terre prendra sa revanche sur la maltraitance qu'on lui inflige. Nous savons, grâce à la mécanique ondulatoire, que la Terre est un corps vivant et habité par une âme qui n'est beaucoup moins sophistiquée que celle des êtres humains et aussi que des animaux ou des plantes, mais il y a aussi une âme dans chaque pierre. Donc la Terre peut se révolter lorsqu'on la détruit, qu'on la défigure et qu'on la massacre, on massacre l'environnement. L'environnement peut d'ailleurs on le sait aujourd'hui avec le réchauffement planétaire, avec des quantités de désordres environnementaux, la plastification des océans et des mers, etc. Donc Tanger, qui est un lieu tellement particulier, parce que c'est un promontoire, c'est la pointe septentrionale d'un immense continent qui est le continent africain, qui regarde l'Europe, qui est ouverte sur l'immensité de l'océan Atlantique et sur cette mer tellement familière à nous tous qui est la mer Méditerranée. Tanger, qui est ouverte à tous les vents, à toutes les semences de graines charriées par les vents du désert, les vents d'Europe, les vents d'Est, les
pas d'ouest, parce que d'ouest il ne peut pas venir de l'Atlantique, beaucoup de semences d'arbres, mais en tous les cas d'Afrique et de Méditerranée et d'Europe infiniment. Et donc Tanger est un laboratoire de la création. C'est un laboratoire exemplaire d'une réalisation de la création. C'est un lieu tout à fait mythique. Et tous les Tangérois ont toujours reconnu cette magie absolument extraordinaire de ce site qui est placé entre nulle part et nulle part, entre tout et tout, entre l'infini et l'infini, entre le temps et l'espace. Aujourd'hui, vous dites que c'est une métropole du tiers-monde. Mais, comme Paris. Il y a des métropoles du tiers-monde. Londres est une métropole du tiers ou du quart-monde. Paris est en train de devenir aussi une métropole du tiers ou quart-monde. Mais ça n'a aucune importance. Ça fait partie, toutes les horreurs, comme je dis, tous les manquements à l'harmonie du monde et au respect de la morale sont porteurs d'une rédemption, parce que tout est providence. Les pires choses peuvent être rachetées par une réparation. C'est ça la morale de mon livre, vraiment. Oui, c'est ça. Donc, j'arrivais justement à la fin de votre ouvrage qui reste ouverte sur tous les possibles. On sent bien cette ouverture et vous nous dites que vous êtes un idéaliste, donc tous les espoirs sont permis. Et Madame Assine, au-delà du XXe siècle, à la fin de votre ouvrage, vous sublimez l'histoire, vous dépassez totalement même le cadre donc du Maroc, de la France, d'Israël, et vous clôturez votre ouvrage sur des versets poignants, évoquant un espoir féminin immémorial. Vous revenez à Rachel Imenou et vous évoquez la présence de toutes les mères d'Israël. Oui, c'est vraiment le sentiment que j'ai, à chaque fois que je me trouve à Jérusalem. Il y a toute cette histoire que nous avons traversée pendant 2000 ans, toute cette attente qui a fait justement ce que nous sommes et qui nous a, toutes ces expériences et tous ces malheurs nous ont enrichis. Nous sommes tous des rescapés de la Shoah, des rescapés de tout. Lorsqu'on regarde le nombre de pogroms qu'il y a eu partout, donc nous sommes tous des rescapés. Et revenir vers Eretz Israël, vers ce monde, n'est-ce pas, ce renouveau, moi j'ai toujours l'impression de traîner donc, avec moi toutes les générations et de vivre des moments exceptionnels, comme cette Birkat Kohanim, un jour de demi-fête à Jérusalem. Et c'est comme un cercle, n'est-ce pas, qui se referme. Ce sont des versets de Yermia qui me viennent en tête, n'est-ce pas? C'est Rachel Imenou, n'est-ce pas, qui a tellement pleuré, et nos enfants sont de retour. Voilà, donc, moi, je n'ai pas... j'ai cette idée que nous avons toujours été dans l'œil du cyclone, comme nous le sommes aujourd'hui, que l'histoire s'est écrite, que nous l'avons portée en permanence, et que justement la résistance que nous avons vue dans une ville comme Meknès, qui aurait pu se passer dans toutes les petites communautés, mais bon, moi j'ai grandi à Meknès, j'ai vécu, c'était un petit peu particulier, extrêmement attaché donc à la religion. Eh bien, je l'ai vécu comme si vraiment, chaque moment, c'est pour ça que je dis dans l'introduction de mon livre, l'histoire est faite aussi de petites histoires. J'avais le sentiment que nous étions, en tant que dernière génération de nos grands-mères qui ont vécu comme elles ont vécu en Espagne, comme elles ont vécu ailleurs, et puis nous qui continuons cette chaîne, mais vers un autre monde, un monde qui s'ouvrait et qui allait vers, justement, comme la promesse messianique, en fait. C'est comme ça que je regarde. La conscience de la nécessité du départ n'a jamais quitté les habitants du Maroc. Jamais. Ce sont des gens qui ont été, comment dirais-je, les personnes qui ont le plus soutenu le faux messie
Shabtai Tzvi, ça a été la communauté marocaine, parce qu'ils ont toujours vécu dans ce messianisme. Et d'ailleurs, lorsque je raconte le premier départ de cette tente, c'est un petit peu comment dirais-je, ce noyer qu'on repêche de la mer et qu'on fait monter dans un camion militaire pour la... Elle et une autre de vos tantes, c'est parmi les personnages qui sont les plus touchants par leur authenticité, leur humilité fondamentale. Et celle que vous allez voir après plus tard, parce que toutes vos générations sont parties en Israël. Oui. Dans une inconscience, dans une naïveté incroyable qui était quasiment dangereuse, mais avec un espoir palpable, une émouna incroyable qui... Moi, je sais que mon grand-père me disait que son père lui disait, au moment de Tisha B'Av, il lui disait, mais si tu savais ce que c'était que le Beth Amikdash, qu'on a perdu, tu comprendrais pourquoi je pleure. C'est une forme de miracle incroyable que cette conscience était là encore il y a si peu de temps. Mais c'est ça, c'est que nous avions cette conscience en permanence. C'était, vous savez, il y a eu des tentatives de Aliyot, même à partir du XVIe siècle, etc., etc. Il y a eu des communautés qui ont vécu, des communautés marocaines avec une majorité de Meknassi qui se sont installés déjà depuis le XVIIIe siècle. Donc c'était permanent chez nous. Roussalaïm. Alors, en guise de conclusion, vous citez donc Victor Hugo en épigraphe. Ah, quand je parle de moi, je parle de vous. J'aimerais savoir, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous mettriez dans ce ah? Qu'est-ce que vous mettriez là-dedans, au-delà de tout votre travail, de toute votre émotion? Ce sont des ouvrages extrêmement émouvants. Votre style varie au gré de votre émotion. Parfois, on a des passages qui sont très réalistes, qui sont descriptifs. On sent que vous voulez manquer aucun détail. Les phrases sont assez longues. On a des coordonnées, des subordonnées. On essaye de rien laisser sur le chemin. Et parfois, il y a du discours indirect libre qui jaillit que vous retenez pas. C'est l'émotion qui déborde et qui nous touche profondément. Donc, dans ce « Ah, quand je parle de moi, je parle de vous », qu'est-ce que vous mettriez et qu'est-ce que vous voudriez dire à nos enfants? Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que le meilleur est devant nous et que le pire est derrière nous. Parce que, par exemple, je n'ai strictement aucune nostalgie du passé. Je pense que le passé était extrêmement plein de scories et que l'aujourd'hui et le demain, et surtout le demain qui se profile à l'horizon, sont porteurs de promesses clarifiantes absolument extraordinaires et ils sont l'aboutissement de l'histoire, après de nombreuses souffrances. Mes récits expriment, c'est que la nécessité d'une grande souffrance et d'une grande déstabilisation pour pouvoir faire des grands pas en avant, c'est-à-dire pour devenir des accélérateurs de l'histoire, des accélérateurs de la conscience historique, de la conscience intime tout d'abord, parce qu'on ne peut absolument rien faire pour autrui ni pour la société si on n'a pas fait un immense travail intérieur. Voilà, c'est ça. Je vois tout à l'horizon, je vois un horizon merveilleux. Et le reste, nous le portons tous en nous. Madame Racine porte son Meknès en elle. Moi, je porte mon Maroc qui est un petit peu différent, assez différent en moi très profondément depuis des générations. Et puis des générations, c'est-à-dire des centaines de générations, bien au-delà du Maroc, jusqu'à l'Espagne et jusqu'à la destruction du premier temple et l'exil de Babylone et toutes ces émigrations qui nous ont menés sur tous les rivages de la Méditerranée.
cours des siècles et des millénaires. Je porte tout cela en moi, mais tout cela, c'est une tension vers un futur de réalisation. Et le futur de réalisation, les ingrédients de ce futur sont un amalgame de joyaux, de tourbes, de cailloux, de sable, d'objets nauséabonds et d'objets sublimes qui finiront par faire la libération du monde. Merci beaucoup. Alors, moi, lorsque j'ai cité cette phrase de Victor Hugo, c'était un petit peu pour dire que en écrivant, je me suis posé donc cette question de, quand on enseigne la littérature, on enseigne aux élèves à bien distinguer un récit à la troisième personne d'un récit à la première personne. Est-ce que j'allais me mettre au centre? Pas du tout. Je voulais témoigner donc de cette période à laquelle que j'ai vue, n'est-ce pas, à laquelle j'ai assisté, tout en gardant, comment dirais-je, la conscience aiguë qu'il y avait, c'est vrai, toutes ces souffrances que nous traînions devant nous, qu'il y avait aussi des moments de joie, de réalisation, d'écriture, et que nous allions vers quelque chose, évidemment, je rejoins M. Toledano, vers la réalisation à la fois individuelle, mais à la fois de notre peuple, de nos enfants, évidemment, et bon, espérons de la paix avec nos frères musulmans et chrétiens. On ne peut faire la paix avec personne si on n'a pas fait la paix avec soi-même. Maintenant... C'est ce que nos rabbinim ont tenté avec l'authenticité. Oui. Oui, bon. Enfin, en tous les cas, cette chose, le vers de Victor Hugo sur « Quand je parle de moi, je parle de vous », Victor Hugo me plaît parfois, et souvent il a des moments merveilleux. « J'ai plus d'amour en moi que vous n'avez d'oubli, mon cœur a plus de feu que vous n'avez de cendre » par rapport à la mort et par rapport à la disparition des êtres chers. Il y a des lignes absolument merveilleuses, mais je déteste le Victor Hugo qui se met « Mon âme de cristal, que le Dieu que j'adore, mit au centre du monde » comme un écho sonore, qui est un écho qui est un corollaire de votre citation. Je ne l'aime pas parce que il y a une prétention absolument gigantesque, une outrecuidance, une arrogance absolument inimaginable de considérer que nous sommes mon âme de cristal, que le Dieu que j'adore, mis au centre de tout comme un écho sonore. C'est une chose absolument terrifiante, qui est même Luna, qui a vécu dans l'orgueil et la hauteur et de la sensation d'être issu de la cuisse de Jupiter, n'aurait jamais pu dire une chose pareille. Je ne voulais pas qu'on dise que j'ai écrit une autobiographie, tout simplement. Merci beaucoup à vous deux. Et on passera ensuite à la séance de dédicace. Et Chag Sameach à tous.